Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera intitulée Vous devez prendre des risques avec votre argent. Donc il me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. C'est peut-être même l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai décidé de lancer cette chaîne. C'est qu'aujourd'hui on a un niveau d'éducation financière en France qui est très bas. On a une aversion au risque qui est quasi totale. Et donc, on est un peuple qui épargne énormément, mais on est un peuple qui ne sait pas investir. Et c'est complètement dramatique. Et donc, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui tout au long de cette vidéo. On va dans un premier temps aller voir à quel point les Français ont une aversion au risque avec une étude IFOP qui date de 2024, de l'année dernière. On va détailler ensuite ce que j'appelle prendre des risques, parce que prendre des risques, ce n'est pas forcément faire n'importe quoi. On peut faire les choses correctement. Et non, la bourse n'est pas forcément égale au casino. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de si vous avez les bonnes méthodes, les bonnes pratiques ou pas. Et on verra ensuite des exemples de rendement sur les 10-20 dernières années sur différentes classes d'actifs, notamment la bourse, le livret A et le Bitcoin, pour que vous vous rendiez compte des différences qu'il existe. Allez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. On va tout de suite se rendre sur l'étude donc IFOP 2024. Donc cette étude, c'est celle-ci, baromètre 2024 de l'épargne en France et en région. Alors, on va pas regarder toutes les slides de l'étude, il y a 34 pages, on va juste se concentrer sur certaines que j'ai notées. Donc ici, on voit le sommaire, donc on a la méthodologie de l'étude, je vais vous passer ça rapidement, et ensuite on va aller se rendre sur des pages que j'ai notées qui me paraissaient importantes. Donc, la méthodologie nous dit que l'enquête a été menée sur 2400 personnes à peu près, représentatives de la population française, âgée de 18 ans et plus. Voilà, les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 2 au 8 avril 2024. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas, sexe, âge, profession de la personne interrogée, après stratification par région et catégorie d'agglomération. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais au moins, on est au courant. Allez, on va tout de suite se rendre page 7 pour regarder un petit peu les premières informations qui nous intéressent. Donc, possédez-vous un ou plusieurs produits d'épargne dans un établissement bancaire ou financier, livret A, plan d'épargne logement, LDDS, assurance vie. Donc là, 85% des personnes interrogées ont répondu oui. Ça veut dire qu'il y a quand même 15% des personnes interrogées qui n'ont pas du tout de livret d'épargne ou de choses comme ça. Ça, j'avoue que ça m'a un petit peu surpris, en sachant qu'en France, on est quand même des grands épargnants. Je ne m'attendais pas à ce que ce chiffre soit aussi élevé. Voilà, donc première information intéressante de l'étude. On va passer maintenant page suivante, où on voit qu'en fait, 94% des gens qui ont au moins un produit d'épargne placent de l'argent dessus. Ah, donc après, il y a une histoire de fréquence, il y en a 75% qui placent au moins une fois tous les 6 mois, 42% au moins une fois par mois, etc., etc. Voilà. On va ensuite voir pourquoi, les principales raisons de pourquoi les gens épargnent. Donc la plupart du temps, c'est pour parer à un imprévu ou pour des projets que les gens ont. Voilà, donc on va passer rapidement là-dessus. Et on va se rendre sur cette slide ici, donc les types de produits d'épargne privilégiés. Donc, quels sont les types de produits d'épargne que vous privilégiez? Voici la question qui a été posée aux gens qui ont répondu à cette étude. Donc il y en a quasiment 70% à 69% qui ont répondu qu'ils voulaient des produits sans risque, même avec un faible rendement. 17% qui ont répondu des produits avaient un peu risqués avec un rendement espéré plus important. Et 9% des produits plus responsables pour l'environnement et la société, quel que soit leur rendement. Et enfin, seulement 5% ont répondu qu'ils voulaient des produits risqués, mais avec une chance d'obtenir un rendement important. Donc vous voyez, déjà, ça nous dresse un bilan, un tableau assez exhaustif, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a quasiment donc 86% des Français qui veulent pas prendre de risques du tout ou très très peu de risques, quitte à avoir des rendements qui sont très faibles. Et ça, c'est notamment lié au fait que on nous a jamais appris à investir.
On nous a jamais appris comment fonctionnaient les marchés financiers. Et en fait, les Français voient la bourse comme un casino, littéralement. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on lance la roulette, ça tombera sur le rouge ou sur le vert, c'est une chance sur deux. Alors qu'en fait, si on se forme un minimum, qu'on fait les choses correctement, qu'on se renseigne sur ce qu'on fait, qu'on comprend ce qu'on fait, il y a rien de vous vous rendrez compte que c'est pas si compliqué que ça et qu'au final, si vous faites les choses correctement, vous avez bien plus de chances de gagner de l'argent que d'en perdre. Encore faut-il le savoir, encore faut-il se former. Donc voilà, c'est aussi l'objectif d'ailleurs de cette chaîne, hein, au passage. Donc si vous regardez ces vidéos, vous avez déjà fait une partie du chemin en tout cas. Donc on va continuer et on va passer cette fois-ci à la page 15. Donc la page 15, toc toc toc, tout ça, on s'en fiche. Pardon, hop, je l'ai passée. Elle était là. Les placements privilégiés au cours de l'année 2023. Donc parmi les placements suivants, quels sont ceux que vous avez privilégiés au cours de l'année 2023? Donc on voit qu'il y a déjà 81% des gens qui mettent de l'épargne de côté, qui l'ont fait sur des livrets réglementés comme le livret A, le LDDS ou le PEL. 29% sur un contrat d'assurance vie ou sur un contrat de capitalisation. Seulement 13% sur un plan épargne en action. Seulement 10% sur un plan épargne retraite. Et 3% sur des placements en SCPI. Et vous avez 6% des gens qui ont laissé leur argent sur leur compte courant. Alors honnêtement, je pense qu'il y a des menteurs dans les gens qui ont répondu à cette étude, parce que je peux vous dire que les gens qui laissent leur argent sur leur compte courant, je pense qu'ils sont bien plus nombreux que 6%. C'est vraiment quelque chose qui est affolant. Il faut savoir que les comptes bancaires en France, c'est rémunéré à 0%. Par contre, la banque, elle, tous les soirs, l'argent que vous laissez sur votre compte, elle va le placer à la Banque Centrale Européenne, au taux donc de l'Ester, hein, le taux overnight, le taux le plus court qui existe, qui aujourd'hui est à un peu moins de 3% brut annuel. Ça veut dire qu'en fait, vous faites cadeau de ces montants-là, de cette rémunération-là, à votre banque. Voilà, donc c'est sympa, hein, c'est sûr, mais je pense quand même que vous auriez préféré avoir cet argent pour vous. Donc vraiment la pire chose, mais alors ça c'est vraiment la pire des pires choses que vous pouvez faire, c'est de laisser dormir votre argent sur votre compte classique non rémunéré dans votre banque classique. Hein. Parce que là, vous vous faites éclater, vous avez un rendement de zéro, vous subissez l'inflation de plein fouet, et vous êtes garanti, mais alors même plus que garanti, de perdre de l'argent chaque année, quoi. Donc vraiment, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Voilà, on va se rendre en page 17 maintenant. Alors, on parle de la retraite. La question posée était: connaissez-vous le montant de la pension que vous percevrez à la retraite? Bon, là, on se rend compte qu'il y a à peu près 72% des gens qui ne le savent pas, et donc 28% qui le savent approximativement pour la majorité d'entre eux, et très peu qui le savent de manière très précise. Donc, la réforme des retraites est entrée en vigueur le 1er septembre 2023, repoussant progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans d'ici 2030. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'épargner par vous-même pour vous constituer un revenu supplémentaire afin de compléter votre future pension de retraite? Et là, on se rend compte que 84% des Français sont conscients qu'ils doivent épargner eux-mêmes pour leur retraite, pour être en sécurité. Et vous en avez 9% qui pensent que non, l'État va bien s'occuper d'eux et que tout ira bien. Écoutez, tant mieux pour eux. Hein. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent. On ne doit pas vivre dans le même monde, en tout cas. Mais en tout cas, pour les 84% restants, c'est déjà une bonne chose que les gens aient conscience de ça, qu'ils doivent eux-mêmes épargner pour leur retraite. Ce qui est malheureux, c'est que en France, ils le font n'importe comment. C'est parce qu'ils le font, comme on a vu plus haut, sur leur livret A pour la plupart, sur leur LDDS, qui bien souvent ne bat pas l'inflation. Et en fait, donc chaque année, ils perdent de l'argent sans s'en rendre compte. Et en fait, arrivé à la retraite, ce qu'ils ont mis de côté, ça leur servira pas du tout. Si c'est resté sur des livrets bancaires classiques qui rémunèrent que dalle, malheureusement, ils vont perdre en pouvoir d'achat chaque année, et arrivé à la retraite, leur complément de revenu va se diluer, se dilapider très rapidement, et risque potentiellement de se retrouver en difficulté également assez rapidement. Donc on va passer maintenant à la diapo suivante.
Avez-vous l'intention de souscrire à un plan épargne retraite? Donc là, on se rend compte qu'il y a à peu près 40% des gens qui ont l'intention de souscrire un PER ou qui ont déjà souscrit et 60% qui ne l'envisagent pas, dont 34% qui sont sûrs et certains de ne pas le faire, certainement pas. Donc les raisons de ne pas souscrire le plan épargne retraite. La plupart des gens pensent qu'il est trop tard pour souscrire un PER. Alors c'est sûr que si vous avez 62 ans et que vous partez à la retraite à 63 ans, bon, l'intérêt du PER, pas ouf. Après, si vous avez 50 ans et que vous allez partir à la retraite à 63 ans, il y a encore des choses à faire sur le PER quand même, hein. Ils ont d'autres priorités financières, donc boucler les fins de mois, rembourser un prêt, plan épargne logement. Bon, plan épargne logement, je vois pas ce qu'il vient faire là, mais c'est pas grave. Ils ne sont pas convaincus que la fiscalité du produit soit réellement avantageuse pour eux. Ça, c'est une bonne remarque. C'est vrai que le PER, c'est pas pertinent pour tout le monde, ni loin de là. Pour les gens qui ont un taux marginal d'imposition qui est inférieur à 30%, bon, le PER, pas spécialement utile. Le fait que les fonds soient bloqués jusqu'à la retraite les dérange. Ils ne se projettent pas encore sur le départ à la retraite et ils ne se sont pas encore assez renseignés sur le sujet. Ils préfèrent d'autres placements pour préparer la retraite, comme l'assurance vie ou les CPI. Ils éprouvent des difficultés à comprendre ce contrat et ils ont confiance dans la capacité du système de retraite public actuel à leur fournir une source de revenus suffisante. Et on voit qu'il y en a quand même un petit paquet qui ont une autre raison que l'on ne connaîtra pas. Voilà. Donc ça nous donne un peu des idées quand même sur le pourquoi du comment. Et on va continuer. Jusqu'à la page 30. Toc, 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 toc. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui avaient... Donc voilà, vous avez déclaré avoir privilégié les placements PER, PEA, assurance vie ou les SCPI au cours de l'année 2023. Donc ça, c'est pour les gens qui ont répondu qu'ils pouvaient diversifier leur épargne ou investir ailleurs que sur des livrets. Et donc, on leur a demandé comment ils comptaient gérer leur placement, en gros. En fait, est-ce qu'ils le font en autonomie ou est-ce qu'ils se font accompagner par un professionnel? Donc, pour 35%, ils ont recours à un professionnel pour choisir et gérer vos placements car vous estimez ne pas avoir les connaissances nécessaires pour placer votre argent en toute autonomie. 17% de plus ont recours à un professionnel pour choisir et gérer leur placement car ils manquent de temps. Et 48% choisissent en toute autonomie les produits sur lesquels ils placent leur argent. Bon, bah écoutez, 52% qui font appel à des pros, 48% qui se débrouillent par eux-mêmes. Ce serait bien qu'on inverse au moins ces chiffres, qu'il y ait une majorité de gens qui puissent investir en toute autonomie. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la finance, les banques, les assureurs et tous ces acteurs-là ont fait en sorte que tout le monde croit que c'est très, 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 très compliqué d'investir son argent, de prendre soi-même ses décisions d'investissement, qu'il faut être tous les jours devant son ordinateur à regarder des graphiques qui montent et qui descendent. La réalité, c'est que c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que c'est relativement simple. La réalité, c'est que les stratégies les plus simples sont ceux qui marchent le mieux. Et la réalité, c'est que vous êtes les personnes les plus aptes à prendre les décisions concernant votre argent. Oui, vous pouvez avoir un conseiller qui va vous donner des infos, qui va vous proposer des produits. Maintenant, vous devez être capable d'avoir un minimum de connaissances pour voir si ce que ce conseiller vous raconte est vrai, pour pouvoir poser les bonnes questions à ce conseiller, parce que le conseiller va vous parler du rendement, mais il va pas vous dire que c'est un rendement brut de frais de gestion ou brut de fiscalité. Il va pas vous parler des frais qu'il y a dans le contrat qu'il va essayer de vous vendre. Donc, si vous ne posez pas la question, il va pas vous le dire de lui-même, malheureusement. Donc, il faut toujours que vous ayez au minimum de connaissances pour pouvoir vous confronter à ces gens-là et voir qu'en fait, vous n'êtes pas tombé sur un marchand de tapis qui est en train d'essayer de vous refourguer je ne sais quoi, tout simplement parce que c'est très intéressant pour lui, alors que pour vous, ce sera généralement au mieux pas ouf, voire complètement catastrophique. Voilà. On va voir maintenant la dernière page qui me paraît la plus catastrophique et intéressante de toutes. Donc, vous avez déclaré avoir privilégié les livrets réglementés au cours de l'année 2023. Donc ça, c'est pour les gens, les 81% de gens du début qui placent tout leur argent sur des livrets réglementés. À ce sujet, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes? Vous estimez ne pas avoir les connaissances nécessaires pour placer de l'argent sur les marchés financiers ou dans les SCPI. 82% des gens ont répondu d'accord avec cette affirmation, donc 39% sont complètement d'accord, 43% sont entre deux, on va dire.
82 c'est énorme, hein, et c'est dramatique, c'est dramatique. D'autant qu'en fait, ces gens-là, la plupart du temps, les seules personnes qu'ils ont avec qui discuter de cela, bah, c'est leur conseiller bancaire, qui parfois, ben, on connaît pas beaucoup plus qu'eux. C'est-à-dire le conseiller bancaire, il va connaître, bah, ce que la banque lui a appris généralement et pas grand-chose de plus malheureusement. Donc c'est assez compliqué d'avoir des bons conseils venant de ces personnes-là. Et même si par miracle, vous tombez sur un conseiller qui est très calé en épargne, qui est très intéressé par ça ou quoi, bah, souvent lui-même il sera très restreint, très ou bloqué parce qu'il pourra vous proposer que les produits qui sont proposés par la banque, qui sont généralement, pas les meilleurs, malheureusement. Vous craignez de perdre de l'argent en investissant sur les marchés financiers ou sur les SCPI? 81 des gens sont d'accord avec ça. Donc effectivement, la bourse, ça fait peur, surtout quand on ne sait pas ce qu'on fait, encore une fois. C'est pour ça qu'il est très important de passer du temps à se former, à regarder des vidéos sur YouTube, à lire des livres, à prendre le temps de savoir ce qu'on fait avant de faire les choses. Mais vous vous rendrez compte, si vous le faites, qu'en faisant les choses correctement, vous avez peu de chances de perdre de l'argent en bourse et vous avez beaucoup plus de chances d'en gagner. Vous estimez que les placements sur les marchés financiers et dans les SCPI manquent de transparence. 80 des gens sont d'accord avec ça. C'est énorme, 80. Et honnêtement, je peux pas vraiment leur donner tort parce que quand on voit des fois les produits que les banques proposent et les documents qu'ils envoient pour faire des rappels, des rapports annuels de performance de ci, de là, bah, en fait, c'est compliqué, hein, pour les gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais lu de documents comme ça et du coup, en fait, la plupart des gens ne prennent même pas le temps de les lire, puis ils se disent: «Ouais, bon, bah, voilà, c'est bien, quoi». Donc là-dessus, effectivement, je suis quand même un peu d'accord avec eux. Les placements sur les marchés financiers et dans les CPI sont plutôt destinés à des personnes ayant beaucoup d'argent. 74 des gens ont répondu qu'ils sont d'accord avec ça. Je trouve ça absolument dramatique. Vraiment, dramatique. Aujourd'hui, vous pouvez acheter littéralement les marchés boursiers mondiaux pour 5 euros. Il y a un ETF de chez BlackRock qui est sorti l'année dernière qui coûte 5 euros la part et qui réplique la performance des marchés boursiers mondiaux. Ce n'est pas réservé qu'aux riches, ni loin de là. Les riches, ils font exactement la même chose que ce que je vais parler dans ces vidéos, c'est juste qu'eux, ils le font à plus grande échelle. Ce n'est pas du tout réservé qu'aux riches. Il faut vraiment que les gens se sortent ça de la tête. Aujourd'hui, tout le monde peut investir en bourse à partir de sommes dérisoires. Si vous avez, comme je vous ai dit, 5 euros par mois, vous achetez la performance boursière mondiale. Si vous investissez 50, 100, 200 euros par mois, vous pouvez vous exposer aux marchés mondiaux, aux marchés américains, aux marchés européens, aux marchés émergents, à tous les marchés que vous voulez pour des sommes qui sont aujourd'hui dérisoires, entre guillemets, vraiment, hein. Donc arrêtez, il faut vraiment que les gens se sortent ça de la tête. La bourse n'est pas réservée qu'aux riches. Les placements sur les marchés financiers ou dans les SCPI ne vous intéressent pas. 71 des gens sont d'accord avec ça. Et ça aussi, c'est vraiment un chiffre qui est dramatique, mais dramatique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, investir votre argent, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ça va devenir une obligation. Alors ça, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment que l'État français va s'en sortir? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va vers du mieux ou du moins bien? C'est des questions que je vous pose, que vous devez vous poser, hein. J'ai pas la réponse moi-même, j'ai mes idées, bien évidemment. Je pense que vous les avez compris, mais vous devez répondre vous-même à ces questions. Est-ce que vous pensez que dans 30 ans, l'État français sera toujours capable de payer des retraites comme il le paye aujourd'hui? À vous de voir, hein, si c'est oui ou si c'est non, hein. Si c'est oui, bah, écoutez, continuez comme ça, vous verrez bien quand vous y arriverez. Si c'est non, bah, aujourd'hui, c'est à vous de faire les choses et c'est pas en investissant, 50 balles par mois, malheureusement, sur votre livret A, que vous allez préparer votre retraite. Ça, c'est clair et net. Donc, la finance, il va falloir que les gens s'y mettent, il va falloir que les gens s'y intéressent et moi, je suis vraiment le plus heureux des hommes quand je vois que la nouvelle génération prend ces sujets en main, prend ces sujets à cœur, s'intéresse à ça, met déjà des choses en place et on va vers une génération qui sera les meilleurs investisseurs, qu'on ait connus en France parce qu'eux, ils auront pris ça très tôt et ils auront une durée d'investissement devant eux qui sera très, très longue
et ils auront des résultats qui seront incroyables, incroyables, vraiment. Et le problème, c'est que les anciens, ou même notre génération à nous, hein, moi aujourd'hui j'ai 35 ans, on aurait pu faire la même chose et on peut encore faire la même chose. Faut juste qu'on décide de s'y mettre, qu'on comprenne qu'on n'a pas le choix en fait. Si demain on veut pouvoir partir à la retraite sereinement quand on veut, en fait on n'aura pas le choix. On peut plus aujourd'hui, pour moi, compter sur l'État pour assurer nos vieux jours ou pour assurer quoi que ce soit d'ailleurs, parce que l'État il arrive déjà même plus à s'en sortir lui-même, il arrive déjà même plus à se gérer lui-même. Donc compter sur lui pour gérer son avenir ou je trouve ça très très ambitieux, très audacieux. Et moi j'ai pas envie de le faire à titre perso. Donc après chacun fait comme il veut, hein, mais voilà. Et enfin, donc la dernière réponse, vous estimez gagner suffisamment d'argent en plaçant votre argent sur vos livrets réglementés. Donc là, on a quand même 48% des gens qui sont d'accord avec ça. Et donc 52% quand même qui sont pas d'accord. Donc ça veut dire quand même sur les 81% des gens qui placent leur argent sur leur livret tous les mois, vous en avez 52% qui estiment qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent en plaçant sur les livrets réglementés, mais qu'ils le font quand même. Voilà. Écoutez, c'est bien. J'espère que ces gens-là, commenceront à se poser des questions, commenceront à essayer de se renseigner sur ce sujet, vraiment, hein, parce que sinon le réveil va être brutal, hein. Je pense que ça va leur faire mal et c'est triste, en fait, et on peut pas en vouloir aux gens. Moi, j'ai l'air un peu énervé dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Vraiment, j'ai vraiment créé cette chaîne YouTube pour ça, pour aider les gens à se réveiller, pour aider les gens à comprendre qu'investir son argent, c'est pas si compliqué ce qu'on leur a fait croire toutes ces années, et qu'ils ont vraiment tout à portée de main pour pouvoir avoir des résultats qui sont 1000 fois plus intéressants que ce qu'ils font aujourd'hui avec leur livret A. Mais aujourd'hui, si les gens sont comme ça, encore une fois, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a jamais appris, c'est parce qu'on leur a jamais dit, et c'est parce qu'on leur a toujours fait croire que c'était compliqué. Et moi, à mon petit niveau, à ma petite échelle, alors vraiment, je suis un grain de poussière dans l'océan, hein, vraiment. Et j'essaye d'éveiller les consciences, d'éveiller les gens et d'essayer de leur faire prendre conscience que c'est pas si compliqué que ça. Et aujourd'hui, je suis loin d'être le seul. Il y a des milliers de youtubeurs, il y a des centaines de youtubeurs en tout cas qui se lancent sur cette thématique, qui font des vidéos à ce sujet, qui essayent de démocratiser l'investissement. Et je trouve ça vraiment formidable. Et j'espère vraiment qu'un maximum de gens vont tomber sur ces vidéos, que ce soit les miennes ou celles des autres. Il n'y a il y a pas d'importance. Tant que ce sont des vidéos qui vous expliquent que c'est vraiment pas si compliqué que ça d'investir. Et que si vous faites les choses correctement, vous allez gagner de l'argent. Et en fait, plus il y a de gens qui vont tomber sur ces vidéos, qui vont se renseigner sur ces sujets-là, plus ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas si compliqué que ce qu'on leur a fait croire. Et plus ils vont pouvoir prendre leur argent en main et avoir des résultats qui seront inespérés par rapport à ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant avec leur livret A, leur LDD, leur PEL ou tous ces produits bancaires de base qui aujourd'hui ne rapportent clairement rien, hein, clairement, hein. Donc voilà. Cette étude, elle fait mal quand même. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas pris cette thématique à bras le corps, et j'espère vraiment que ces gens-là vont pouvoir se réveiller dans les prochains mois, dans les prochaines années, et pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir au moins assurer leurs vieux jours et pouvoir se rendre compte qu'ils peuvent avoir des résultats et qu'ils peuvent assurer leur avenir par eux-mêmes. Donc voilà, on a pu voir ensemble, grâce à cette étude IFOP, à quel point les Français ont une aversion au risque. Et donc, on va voir maintenant ce qu'on entend par pouvoir prendre du risque avec son argent. Donc, l'idée, c'est pas de faire n'importe quoi, bien évidemment. L'idée, c'est de prendre des risques calculés et investir en bourse, par exemple, investir en crypto-monnaie, même, par exemple. Si on prend le temps de se former, si on prend le temps de comprendre ce qu'on fait et si on fait les choses correctement, et qu'on a une approche long terme, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire du trading intraday, du swing trading ou que sais-je encore, et vous allez vous rendre compte que oui, vous allez prendre des risques. Effectivement, à chaque fois qu'il y a un rendement, de toute façon, il y a un risque. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que même sur votre livret A, même si tout le monde vous dit que c'est pas risqué, aujourd'hui, avec l'État français qui sera bientôt plus capable de rembourser sa dette, je vous pose la question, est-ce que vous pensez toujours que c'est pas risqué? Parce qu'en fait, derrière, c'est l'État français qui garantit votre livret A. Le jour où l'État français fait banqueroute, qu'il n'est plus capable de payer quoi que ce soit, les fonds sur votre livret A, ils vont disparaître bien plus vite que ce que vous les avez mis dessus. Donc voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est quand on diversifie son capital, diversifier ses placements, et c'est de prendre des risques qui sont calculés. C'est-à-dire que oui, on va investir son argent, donc oui, on va prendre des risques avec cet argent-là. Maintenant, il faut voir quel risque on prend, quel risque on est prêt à prendre et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de faire.
Il y a des gens qui vont me dire: «Moi, la crypto, c'est hors de question, c'est beaucoup trop risqué pour moi, c'est beaucoup trop volatile». Bah, c'est OK, il y a pas de problème. Il y a pas que la crypto dans la vie. Vous pouvez très bien acheter de l'immobilier, vous pouvez très bien investir en bourse, vous pouvez très bien, acheter des obligations. Il y a plein d'autres choses qui sont à faire, qui sont beaucoup moins risquées que les crypto-monnaies et vous pouvez avoir des résultats qui sont intéressants malgré tout. Donc, par exemple, on va quand même se concentrer principalement sur la bourse sur cette vidéo et vous allez vous rendre compte que si vous faites les choses correctement, si vous investissez sur le long terme, voire même le très long terme, c'est-à-dire à 10, 20 ou 30 ans, et que vous achetez des paniers d'actions qui répliquent la performance des indices, donc c'est-à-dire les fameux ETF, que vous ne cherchez pas à aller choisir des actions par vous-même pour trouver l'action qui va battre toutes les autres, et ben vous allez simplement répliquer la performance des marchés et vous allez voir que cette performance, elle est déjà très très suffisante, surtout si on la compare à vos livrets A, vos livrets réglementés de base. Et donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc on va regarder la performance du MSCI World. Donc qu'est-ce que c'est que cette bête-là? MSCI, c'est une société, c'est Morgan Stanley, hein, ça va beaucoup mieux vous parler je pense, qui crée des indices boursiers. Donc on est en France, vous connaissez très certainement le CAC 40, qui est donc l'indice phare de la bourse de Paris, hein, l'indice de base de la bourse parisienne, qui va tout simplement en fait regrouper les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Donc les 40 plus grosses entreprises françaises qui sont donc cotés sur ce marché. Et ben en fait, le MSCI World, pour faire très simple, c'est la même chose, mais au niveau mondial. Donc vous avez aujourd'hui, grosso modo, 70% placés sur les États-Unis. Vous avez une partie qui est placée également sur les entreprises japonaises. Et pour faire très simple, le reste, c'est l'Europe. Donc l'Europe au sens large, hein, c'est-à-dire que ça comprend aussi la Suisse, le Royaume-Uni, ces choses-là. Et donc dans cet indice, vous avez plus de 1400 entreprises dans tous les secteurs d'activité qui existent, répartis donc sur les zones géographiques que je vous ai dit plus tôt. Et donc, en achetant juste une ligne, en fait, vous investissez dans plus de 1400 entreprises. Donc, vous diversifiez votre risque, vous diluez le risque, parce que si dans les 1400 entreprises, demain, il y en a une qui fait faillite, écoutez, ça va presque pas se sentir sur la performance de l'indice. Et en quelques jours, voire quelques semaines, ce sera complètement effacé. Demain, vous décidez d'acheter vous-même vos actions, d'en choisir une au hasard. Si l'action, l'entreprise que vous avez choisie, elle fait faillite, là, vous perdez 100% de votre capital et c'est fini, quoi. Donc, déjà, avec les ETF, vous mutualisez votre risque puisque vous achetez énormément de sociétés basées dans plusieurs pays, dans différents secteurs, en une seule fois. Et on va voir, du coup, quelle est la performance du MSCI World sur ces dernières années, ces dernières décennies même. Donc on va se rendre sur un site que j'ai trouvé qui a calculé la performance moyenne du MSCI World sur les 50 ou 100 dernières années, je ne sais même plus maintenant. Donc je vous retrouve tout de suite sur ce site internet pour qu'on en parle ensemble. Donc voilà, ce site c'est Backtest by Curvo, je vous mettrai le lien en description si jamais vous le souhaitez. Et donc voilà, performance historique de l'indice MSCI World. Donc au cours des 46 dernières années, donc on était sur les 50 dernières années, l'indice MSCI World en euros avait un taux de croissance composé de 10,51%, un écart type et un ratio de Sharpe. On ne va pas parler d'écart type et de ratio de Sharpe aujourd'hui. Mais ça veut dire que sur les 46 dernières années, le taux de croissance annuel moyen brut d'inflation et de fiscalité, c'est 10,51%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, votre livret A, sur l'année 2024, il était à 3%. Ça fait quand même un sacré écart. Pour faire simple, avec un taux de croissance annuel de 10%, si je ne dis pas de bêtises, et je crois qu'il faut 7 ans pour doubler votre capital. En gros, vous mettez 10 000 euros aujourd'hui, vous revenez dans 7 ans. Si le taux de croissance reste le même, bien évidemment, vous aurez 20 000 euros. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand je vous dis qu'il faut investir sur le long terme sur la bourse, imaginez si vous investissez pour dans 30 ans, pour dans 40 ans. Les gains que vous pouvez faire. Alors, bien évidemment, et là, c'est une phrase que je vais peut-être répéter dans le reste de cette vidéo, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on est bien d'accord. C'est pas parce que dans les 50 dernières années, le taux de croissance moyen était de 10,51% que ça sera forcément la même chose dans les 50 prochaines années. Là-dessus, on est bien d'accord. La réalité, c'est que personne ne sait ce qui va se passer, que ce soit l'année prochaine ou même dans 10 ans. Donc, on ne peut pas le prédire, on ne peut pas le prévoir.
Autant se baser sur les performances qu'on a, hein. La bourse, ça fait plus de 120 ans que ça existe. Historiquement, on a toujours eu des rendements qui sont à peu près aux alentours de 10 hein. Donc bah, écoutez, moi je me dis que si ça s'est passé comme ça jusqu'à maintenant, il y a quand même de fortes chances que ça se poursuive dans le futur. Si jamais c'est pas le cas, on pourra viser à ce moment-là. Mais en attendant, vous voyez les performances que vous pouvez avoir en allant en bourse, en faisant les choses correctement, en nous diversifiant, en achetant qu'une seule ligne, encore une fois, avec des frais qui sont minimes. Vous pouvez avoir des performances qui sont vraiment quand même loin d'être dégueulasses. Et donc, je vais vous montrer le graphique, hein, de ce fameux MSCI World, sur les 50 dernières années, hein, pour faire simple. Mais vous voyez, euh, on part un petit peu avant 1980 et vous voyez, alors il y a eu des baisses, hein, on est d'accord, hein. On a eu des baisses. Ici, on a eu l'éclatement de la bulle Internet, hein, qui nous a fait boire la tasse pendant une très longue période. Ici, on a eu la crise des subprimes, hein, qui nous a fait descendre encore un peu plus bas. Mais vous voyez, globalement, ça ne fait que monter, hein, quand même. On a eu des petites baisses également en 2015. Ici, vous avez la crise Covid, hein, qu'on voit ici. Vous voyez, hein, tout le monde nous disait qu'on était déjà quand même relativement haut avant la crise Covid. Vous voyez où on en est aujourd'hui, hein. Donc voilà, faut jamais se dire que c'est trop haut, hein. La plupart du temps, les marchés passent 80% du temps sur leur ATH, hein, donc sur des niveaux où ils n'ont jamais encore été. Donc faut pas chercher à timer le marché, faut mieux y rentrer dessus tous les mois, mais ça, on va en reparler. Donc là, il y a l'auteur du site qui nous fait sa petite pub. Voilà, donc sur l'année dernière, on a eu un rendement moyen annualisé de 26,2%, ce qui est quand même exceptionnel, hein, c'est quand même loin d'être la norme, hein, pour le coup. Sur les 5 dernières années, on est presque 13%. Sur les 10 dernières années, on est à 11,7%. Sur les 20 dernières années, à 9,4%. Et sur les 40 dernières années, à 8,7%. Donc vous voyez, c'est quand même assez incroyable comme performance et on voit que c'est quand même sur le long terme, hein, 4 décennies, pour être quasiment aux alentours de 9%. Bah, vous savez que vous pouvez sans trop avoir peur, vous fixer un rendement possible pour les années à venir entre, allez, 5 et 8%. Vous serez, normalement même, sécuritaire de chez sécuritaire, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer, hein. Je vais pas vous montrer d'autres choses sur ce site, mais vous voyez, la performance des marchés, c'est quand même assez exceptionnel. Et on va essayer d'aller comparer ça, on va même pas essayer, on va le faire, à la performance du livret A sur à peu près la même période. Donc je vais vous retrouver sur un autre site internet tout de suite après. Voilà, donc je vous retrouve sur ce site internet où je vous mettrai également le lien en description, où on a donc le rendement annuel moyen net d'inflation du livret A. Donc, depuis 2010, ce rendement annuel moyen d'aide d'inflation, il a le pourcentage mirobolant de 0,34% par an, avec le plus haut rendement net d'inflation en 2015 à 0,9%. On n'a même pas réussi à passer les 1%, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais de 2000 à 2010, on était aux alentours de 0,91. Dans les années 90, on est monté à 2,08 quand même, hein, c'est quand même assez exceptionnel, avec un plus haut à 2,75 entre 94 et 95. Ce qui était quand même là, du coup, pour le coup, un peu intéressant. Et sur les années 80 et 70, on était à un rendement annuel moyen en perte par rapport à l'inflation. Faut savoir quand même, on a eu la chance quand même depuis les années 2000 d'avoir des années avec relativement peu d'inflation, j'ai envie de dire. Il est possible que ça change, hein, dans les années à venir, probable même, je dirais, parce que bah, vous voyez, hein, la guerre en Ukraine, tout ça, on en a beaucoup parlé de l'inflation, on a les taux qui sont remontés très fort. Il est possible que ça dure parce qu'aujourd'hui, la plupart des États sont surendettés. Ils n'arrivent plus à rembourser leurs dettes, ils n'arrivent même plus à rembourser les intérêts de cette dette. Et il faut savoir que les banques centrales, leur mandat, c'est de garder l'inflation aux alentours de 2%. Et le moyen qu'ils ont pour le faire, c'est aujourd'hui d'augmenter les taux pour limiter l'accès au crédit. Mais je pense que, et je ne suis pas le seul, hein, il y a pas mal d'économistes qui le pensent, que bientôt, bah, les banques centrales n'auront peut-être même plus la main pour faire ça. Parce que quand un État ne peut plus rembourser sa dette et que la principale poste de dépense de l'État, c'est les intérêts de la dette, et ben augmenter les taux sur les marchés financiers, ça va mettre un coût aux États qui ne pourront plus se permettre. Et donc, je pense que les États vont faire pression sur les banques centrales pour ne plus que les banques centrales augmentent les taux, ce qui fait que les banques centrales ne pourront tout simplement plus juguler l'inflation. Et là, on sera sur des rendements annuels nets d'inflation pour le livret A qui seront dans le trou, chez dans le trou d'un sacré paquet. Alors, ça, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas Madame Irma, c'est un avis personnel.
qui est partagé par d'autres gens, hein, je vous le sors pas de mon chapeau, bien évidemment. C'est pas parce que je pense ça que ça va forcément se produire, mais c'est quand même un scénario qui se profile, et qui n'est pas impossible, en tout cas. Voilà, donc voilà. En tout cas, vous avez les rendements donc depuis les années 70 net d'inflation du livret A et vous voyez que c'est quand même pas dingue, hein, par rapport à ce qu'on a eu, sur les MSCI World où on était à 10 même si c'est pas net d'inflation. On historiquement, on est entre 5 et 6 hein, pour le MSCI World net d'inflation. Donc on est quand même nettement au-dessus, de ce que peut amener le livret A, dans tous les cas. Voilà, donc on se retrouve sur le PowerPoint. Et je me suis amusé aujourd'hui donc à faire des calculs de rendement sur une somme placée pour vous donner une idée de la différence que ça pourrait avoir entre un placement sur le livret A et un placement sur le MSCI World. Donc je passe tout de suite à la diapo suivante et comme ça je vous explique dessus. Donc je me suis basé sur la période 2000-2010 et il y a une bonne raison pour ça. Les années 2000-2010, c'est à peu près ce qu'on a nommé en France la décennie perdue. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2000, on a eu l'éclatement de la bulle internet qui a fait crasher le marché. Donc le MSCI World a fait du moins 20% quasiment pendant 3 ans. À partir de 2003, il a recommencé à se redresser un petit peu. Et en 2008, on a eu la crise des subprimes où il a fait plus de moins de 40% sur cette année-là. Ce qui fait que grosso modo, si vous aviez vous voyez, hein, si vous aviez investi 1000 euros en l'an 2000, vos 1000 euros seraient devenus 1022,69 € net d'inflation en 2010. Donc vous auriez été quasiment équivalent. À savoir que ce sont bien des rendements nets d'inflation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai enlevé l'inflation au rendement qu'a apporté le MSCI World. Alors pour les calculs, je vais être complètement transparent avec vous, je l'ai fait faire par Copilot, hein, l'intelligence artificielle de Windows, de Microsoft, pardon. Donc voilà, ils sont peut-être pas exactement exacts, on va pas chipoter, mais voilà, l'idée c'est d'avoir plutôt une idée de comparaison, de voir voilà, quelle aurait été la différence si on avait investi en l'an 2000 sur le MSCI World et si on avait investi en l'an 2000 sur le livret A, en fait, en gros. Voilà, donc c'est juste pour se donner une idée, hein. Donc voilà, en investissant 1000 euros en 2000, vous auriez eu 1022,69 € d'aide d'inflation en 2010. Si à cela, on rajoute un versement mensuel de 50 € par mois, ça veut dire que voilà, vous investissez 1000 euros en l'an 2000, en janvier 2000, au début d'année, et puis chaque mois, vous mettez 50 € par mois sur le MSCI World, en achetant un ETF par exemple, etc. Au bout de ces 10 ans, vous auriez eu 8811,88 €, ce qui vous aurait fait un gain net de vos versements de 1811,88. Tout ça, c'est toujours net d'inflation, hein. Faut bien le retenir. Donc là, vous auriez versé 600 € pardon, par an sur 10 ans, donc 6 000 € plus vos 1 000 € de départ, ça fait bien 7 000 €. Et donc ça vous fait bien un gain de 1811,88 €. Ça, c'est si vous aviez investi donc sur le MSCI World entre 2000 et 2010. Et donc, on va voir ce qu'a fait le livret A sur cette même période. Donc, avec un versement de 1000 € en 2000, votre investissement serait devenu 1066,51 € en 2010, net d'inflation. Et si on rajoute les 50 € de versement mensuel, il serait devenu 8514,28 €, soit un gain de 1614,28 € net d'inflation. Donc vous voyez, si on prend juste le versement de base, écoutez, votre livret A vous a rapporté plus que le MSCI World. Et si on prend les versements mensuels, il y a un écart de 200 €, même pas, entre les deux. Donc là, quand on voit ça, on peut se dire, finalement, mon livret A, c'est très bien, quoi. J'ai pas besoin d'investir sur les marchés financiers. Sauf que rappelez-vous, on est dans la décennie perdue. C'est-à-dire qu'on est sur une des pires décennies que la bourse mondiale ait connue pendant toute son histoire. Et même du coup, dans des périodes comme ça, vous arrivez quasiment égal à la performance de votre livret A, voire même vous la dépassez, net d'inflation. Avec les versements mensuels, si vous aviez versé 50 € par mois chaque mois, vous auriez battu le livret A net d'inflation sur la même période. Donc c'est pour vous montrer que oui, il y a des crises en bourse, il y en a eu, il y en aura encore, des moins 30, des moins 40, des moins 50%. En fait, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Et les crises, c'est même plutôt des opportunités parce que si vous en souciez pas de ce qui se passe et que vous continuez à acheter tous les mois,
vous allez voir que c'est même plutôt bon signe parce que vous allez acheter quand ça baisse, donc vous allez acheter moins cher et sur le long terme, vous allez lisser votre prix d'entrée et donc vous allez diminuer mathématiquement votre risque. On va regarder l'écran suivant maintenant. J'ai fait les mêmes calculs sur la période de 2000 à 2020. Donc, toujours pareil, le livret A, on a versé 1 000 € en 2000 et on verse 50 € par mois, ce qui serait devenu 17 159,25 € en 2020. Donc, soit un gain ajusté de l'inflation de 4 159,25 €. On peut se dire que c'est pas mal. Hein. Sur la même période, le MSCI World, on a versé 1 000 € en 2000, on a versé 50 € par mois, serait devenu donc 30 223,91 €, soit un gain de 17 223,91 € ajusté de l'inflation. Donc, en gros, en investissant sur le MSCI World la même somme, le même montant, au même moment que sur votre livret A, vous auriez gagné 4 fois plus. Même un peu plus que 4 fois plus. Parce qu'en gros, là, vous auriez versé 13 000 €. Ça veut dire qu'en investissant sur le MSCI World, vous auriez versé 13 000 € et vous auriez gagné 17 000 € d'intérêt. Vous auriez gagné plus d'intérêt que ce que vous avez versé. Je prends des pauses volontairement pour que vous ayez le temps de comprendre. Hein. C'est la puissance de ce qu'on appelle les intérêts composés. En fait, à chaque fois que vous allez... vos intérêts vont eux-mêmes produire des intérêts. C'est-à-dire que sur un MSCI World qui fait du 10% par an, quand vous avez versé 1 000 € la première année, si vous faites 10%, bah vous allez avoir 1 100 € l'année prochaine. Sauf que les 10% que vous allez faire l'année d'après, ils vont plus être calculés sur 1000, mais ils vont être calculés sur 1100. Ce qui fait que vous allez gagner 110 €. Et l'année d'après, du coup, ils seront calculés sur 1210. Ce qui fait que vous aurez 121 € d'intérêt. Et en fait, ça s'arrête jamais. Et si en plus, vous faites des versements mensuels, encore une fois, des fois ça va monter, des fois ça va baisser, donc vous allez acheter plus cher, vous allez acheter moins cher, vous allez lisser votre prix, vous allez augmenter votre bague, la taille de la boule de neige, qui va prendre de plus en plus d'intérêt, de plus en plus d'intérêt. Et c'est exponentiel en fait. C'est pour ça que Warren Buffett a fait l'immense majorité de sa fortune après ses 65 ans. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on dit que les riches sont de plus en plus riches. Hein. C'est parce que quand vous avez 1 million à placer à 10%, et quand vous avez 10 millions à placer à 10%, quand vous avez 1 milliard à placer à 10%, vous voyez, 1 milliard placé à 10%, vous faites 10 millions d'intérêts par an. Hein. Donc oui, forcément, la fortune des plus riches, elle grossit de plus en plus grâce à cette mécanique des intérêts composés. Donc voilà, il faut vraiment que... L'objectif, c'était pas de vous dire, voyez ce que ça a fait ou ce que vous auriez pu faire, c'était pas vraiment ça. C'était de vous faire comprendre que si vous investissez sur le long terme en bourse, et on fera d'autres vidéos à ce sujet, c'est la première, je pense, d'une longue série, pour vous apprendre les bases et ce qu'il faut faire pour investir correctement en bourse. Donc la première de ces bases, c'est celle qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est déjà qu'il faut investir sur le long terme. On reparlera dans d'autres vidéos des autres choses auxquelles il faut faire attention, de ne pas timer le marché, d'investir sur des ETF, de faire attention aux frais, etc. Tout ça, on en reparlera. Mais déjà, si vous comprenez qu'il faut investir régulièrement et qu'il faut investir sur le long terme, vous avez déjà compris, allez, on va dire 50% de ce qu'il y a à comprendre. Et vraiment, si vous investissez pour dans 20, 30, 40 ans, il y a quand même vraiment très peu de chances que vous sortiez perdant à ce moment-là. Et oui, sur le chemin, bien évidemment, vous aurez des embûches. Bien évidemment, il y aura des crises qui seront très violentes. Bien évidemment, peut-être que votre portefeuille fera du moins 30, moins 40, moins 50%. Ça arrivera peut-être même plusieurs fois. Mais tant que vous vous en souciez pas et que vous continuez à acheter tous les mois, vous serez gagnant, c'est quasiment sûr. Bien évidemment, ça n'est pas du tout un conseil en investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches. Ne me faites pas confiance, ne faites confiance à personne. Double-checker, triple-checker, allez vérifier, allez écouter d'autres youtubeurs s'ils disent la même chose que moi, allez chercher d'autres informations par ailleurs, lisez des livres, formez-vous par vous-même et ne faites confiance à personne. C'est dans mon générique et je continuerai de le répéter. Mais quand vous avez sélectionné plusieurs youtubeurs qui, d'après vous, quand vous commencez à avoir des connaissances, disent des choses qui sont sensées, qui sont cohérentes, et que vous entendez un youtubeur qui vous paraît sensé, qui vous dit cette chose-là, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, vous pouvez vous dire que, globalement, c'est potentiellement vrai. Faites attention, toujours à qui vous choisissez, c'est toujours pareil. Mais honnêtement, voilà, je pense que c'est un des conseils les plus puissants qu'on peut vous donner.
Commencez à investir le plus tôt possible, investissez pour longtemps et investissez régulièrement. Je me suis amusé à faire un dernier comparatif avec le Bitcoin. Et là, je me suis dit qu'on n'allait pas partir en 2010 ou en 2008 parce que le Bitcoin à cette époque-là, personne n'en avait entendu parler. C'était vraiment réservé aux cypherpunk ou à des techos qui étaient vraiment déjà dans le truc. Par contre, en 2015, bon, on avait déjà beaucoup plus entendu parler de Bitcoin qu'en 2010. Donc je me suis dit, on va partir de 2015. 1000 euros investis sur le Bitcoin en 2015 serait devenu 15 735,85 euros net d'inflation, soit un gain de 14 735,85 euros en mettant 1000 euros. Vous auriez fait x14. Voilà. Et si en plus de ça, vous aviez mis en place les versements programmés de 50 euros par mois, vous auriez aujourd'hui en 2020, pas aujourd'hui, pardon, 40 294,34 euros, soit un gain de 36 294,34 euros. Voilà. Donc quand je vous dis que mettre votre argent au travail, ça peut vous rapporter gros, c'est le cas. Alors, investir en crypto-monnaie, en Bitcoin, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Formez-vous. Mais honnêtement, si demain vous décidez d'investir dans les cryptos, bon, j'ai peut-être un biais, mais pour moi aujourd'hui, ce sont des actifs qui sont là pour rester. Quand vous avez des États qui projettent d'en acheter, quand vous avez les plus grosses sociétés de gestion au monde, que sont BlackRock, Fidelity et toutes les autres, qui en achètent par milliards, on peut se dire que normalement, c'est là pour rester. Et honnêtement, aujourd'hui, encore une fois, même si c'est pas un conseil d'investissement, investir tous les mois sur du Bitcoin sans se poser de questions et se dire je verrai dans 20 ans ou 30 ans où ça en est, pour moi c'est quand même très très loin d'être déconnant. Même si bien évidemment je ne suis pas convaincu que les performances que Bitcoin a eues, on aura encore les mêmes dans le futur, je suis même à peu près convaincu de l'inverse. Aujourd'hui on a quand même plutôt une volatilité qui tend à se réduire et c'est normal. Et c'est même bénéfique. Puisque si elle se réduit à la hausse, elle va aussi se réduire à la baisse. Donc ça veut dire que quand ça va cracher beaucoup moins fort. Mais je pense, à l'inverse, qu'on a encore de très très belles performances à venir sur le Bitcoin. Peut-être encore bien plus qu'en bourse. Et dans tous les cas, largement plus que sur votre livret A, ça c'est certain. Donc vous voyez, si aujourd'hui vous dites les crypto-monnaies c'est trop compliqué pour moi, je veux pas trop me prendre la tête et je veux juste acheter 50, 100, 200 ou 500 balles, enfin tout dépend de votre capacité d'investissement de Bitcoin tous les mois, très honnêtement, c'est loin d'être une mauvaise stratégie, même très très loin. Donc vous voyez, et vous pouvez avoir des potentiels de gains qui sont quand même incroyables. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Donc le petit message de la fin, c'est investissez maintenant. J'aurais dû mettre investissez dès maintenant pour votre futur. Pour moi aujourd'hui, c'est primordial. Ça va être même obligatoire. Et ceux qui ne vont pas le faire vont avoir un réveil, à mon avis, qui va être très difficile à un moment donné. Et donc voilà, si le peu de personnes qui vont tomber sur cette vidéo, ça peut vous décider ou vous aider à passer à l'action, ou ne serait-ce que vous donner l'envie de vous renseigner un peu plus sur ces sujets-là et d'en savoir plus, et écoutez, je serais très content et je considérerais que ma mission est accomplie, comme on peut dire. Voilà, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous êtes déjà un investisseur ou si au contraire, vous laissez plutôt l'argent sur vos livrets à la banque en train de dormir. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve justement sur une prochaine vidéo et je vous dis allez, ciao, à la prochaine.